Bonjour tout le monde, c'est Jonathan Blackburn ici. Bienvenue au webinaire sur comment bien présenter son projet de design à distance. Aujourd'hui, c'est un webinaire un peu différent de ce qu'on offre comme webinaire typiquement chez Vortex Spaces. C'est pas une formation sur l'application. En fait, c'est plus un déballage d'informations ou de trucs ou de différentes méthodes pour être capable de bien pouvoir travailler à distance. On sait, dans le webinaire aujourd'hui, en fait, c'est super le fun. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de participants dans un webinaire en même temps. On a beaucoup de gens au Québec, beaucoup de gens en France, en Europe aussi qui sont là. Un peu partout sur la planète, je pense que c'est la même situation. On est tous pris un peu avec des situations de confinement qui sont plus ou moins avancées dans la courbe. Puis on se rend compte que malgré que toutes les nouvelles, les annonces qu'on peut avoir qui semblent somme toute assez positives, ben, il va quand même falloir travailler un peu plus à distance. Présentement, on ne doit pas s'arrêter de travailler non plus parce on est confiné. Donc, l'idée aujourd'hui avec ce webinaire-là, c'est de vous donner un ramassis de certains trucs, de certaines façons, procédures, puis mes conseils, dans le fond, sur comment bien présenter un projet à distance. Donc, pour le projet à distance, ce qu'on va faire ici, en gros, on va faire trois sujets principaux. Le premier étant la présentation en ligne en direct. Donc, un peu ce qu'on fait là présentement, donc un partage d'écran. Ça, c'est premier aspect qu'on va aborder aujourd'hui. Ensuite, on va parler aussi un peu du partage d'images, des photos, des rendus. Puis, partage des vidéos. Puis aussi, il y a une portion du webinaire aujourd'hui qui est réservée sur les comptes YouTube. Je vais l'expliquer un petit peu. J'ai beaucoup de questions qui me viennent des gens à propos des meetings sur YouTube. Puis, ici, là, je vois des petites questions en même temps. C'est bon. C'est ça. C'est un webinaire qui est live. Il y a une fonction chat dans le webinaire. Pour être bien honnête, je ne sais pas si je vais les lire pendant le webinaire, mais si vous voulez aller poser des questions, là, je vais au moins les regarder avant la fin, avant de raccrocher tout ça. Donc, commençons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, la présentation en ligne. J'ai beaucoup de gens, des fois, qui me posent des questions sur le partage des photos, le partage des vidéos, en disant, ben, si je partage mon vidéo ou ma photo, le client va pouvoir voler mon design, il va pouvoir s'en servir, aller voir un compétiteur avec des choses comme ça. Ben, la réponse à ça, un petit peu, c'est que le partage des photos, le partage des vidéos, c'est la dernière étape. C'est vraiment ce qui vient à la toute fin du processus. C'est un peu comme le cadeau. Moi, je vois ça un peu comme le cadeau qu'on va offrir à notre client en disant, ben voici, on a fait un beau projet ensemble, puis voici le cadeau. Vous pouvez regarder la vidéo et les photos autant que vous voulez en attendant de le faire installer chez vous. Donc, la présentation en ligne, en fait, l'idée un peu avec ça, c'est de dire, ben, vous êtes des vendeurs. Hein? Ça reste que malgré on est des designers, on est des artistes, on est des architectes ou peu importe, il reste qu'il faut vendre un projet, il faut vendre une idée. Puis dans un processus de vente, en fait, puis que ce soit dans le design, que ce soit dans n'importe quel processus de vente, en fait, on va essayer de contrôler notre vente le plus loin possible dans le processus. Donc, on veut absolument pas juste envoyer un courriel à notre client en disant, ben, voici les belles images, les beaux vidéos sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai passé des heures à penser à ton design puis à en envoyer comme ça. Puis que le client, lui, le regarde sur son téléphone à n'importe quel moment sur un petit écran, qui regarde ça sur un coin de table, puis qui ne prenne pas nécessairement le temps et l'effort de comprendre un peu votre stratégie ou votre idée de design. Encore plus que ça, si par exemple le client vous a demandé de mettre un coin en angle dans un endroit, puis vous, en faisant le design, vous vous rendrez compte que le coin en angle, finalement, c'est peut-être pas une bonne idée, ben peut-être que le client, lui, la première chose qu'il va voir, c'est de dire, ah, crime, elle a oublié de mettre mon coin en angle dans ma cuisine, elle n'a pas compris mon concept, puis tout de suite, ben, on vient avoir des blocages, des irritants là, face à notre vente. Donc, l'idée de la présentation en ligne, c'est vraiment de dire, ben, on fait un partage d'écran avec le client, on est capable de montrer notre écran à nous. La même chose que ce que je fais là présentement. Les gens qui utilisent Vortex, puis encore là, le webinaire aujourd'hui ne s'adresse pas seulement aux gens qui utilisent Vortex. Dans le fond, si vous partagez des images, des vidéos avec n'importe quel autre logiciel, ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est utile aussi. Avec la présentation à distance, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on est capable de partager notre projet. On est capable de montrer les images une par une. On est capable de les expliquer. Ensuite, on va être capable de voir la personne aussi de l'autre côté. C'est un accès un petit peu là, vers la maison de notre client. Ça nous permet même de voir un peu son environnement, d'en apprendre un petit peu plus sur la personne.
Donc là, comme vous voyez, moi ici, je suis dans dans mon chalet virtuel Vortec. Je me permets en confinement de voyager d'une manière virtuelle, mais typiquement, vous verriez l'intérieur de mon bureau, vous voyez un petit peu, en voyant mon bureau, qu'est-ce que j'aime comme intérêt, des choses comme ça. Ça permet de voir la famille, ça permet d'avoir une relation qui est plus directe. Dans le fond, on rentre directement chez la personne, de la même manière qu'on le ferait si on se déplaçait pour se rendre physiquement chez la personne. Puis le contraire est vrai aussi. Hein, pas le client tout d'un coup va voir chez vous. Si vous êtes un ou une designer, ben, c'est sûr et certain que le décor, faut que ce soit beau. Hein, si chez vous, c'est laid, ben, le client va peut-être avoir de la misère à croire que vous êtes, vous êtes bon pour faire des présentations ou faire des beaux designs. Donc, pour présenter les projets à distance, en gros, qu'est-ce qu'on recommande? Ben, moi, j'utilise le logiciel Zoom. Il existe énormément de logiciels sur le marché, que ce soit les Teams, que ce soit les GoToMeeting, les FaceTime, puis même maintenant, en temps de confinement, on dirait qu'il y en a des dizaines et des dizaines qui vont apparaître sur le marché. On en entend pas beaucoup parler. Je dirais Zoom, moi, c'est un logiciel que j'utilise depuis au moins 4 ans déjà. La raison pour laquelle j'avais utilisé celui-là, puis encore là, je ne suis pas là pour faire des publicités pour Zoom plus qu'un autre, mais juste pour vous expliquer pourquoi moi j'utilise lui plus qu'un autre, c'est vraiment que Zoom, lorsque j'avais fait des comparaisons puis des tests, c'était celui qui offrait la meilleure qualité d'image à l'autre bout chez mon client, chez les gens chez qui je fais des démonstrations. Comme moi, je présente beaucoup des logiciels qui sont Vortex VSL, c'est des images c'est des qualités d'image. Ben, on veut essayer de s'assurer d'avoir le meilleur contrôle à l'autre bout. Ensuite, Zoom, c'est quelque chose qui est vraiment très simple, très efficace. On voit en fait même avec les problèmes et les choses qui sont sorties dans les nouvelles ces derniers temps, peut-être un peu trop simple de connexion puisqu'il y a des gens qui peuvent faire du Zoom bombing, mais c'est des choses qui ont déjà été corrigées dans l'application quand même assez rapidement. Il y a maintenant des fonctionnalités de mots de passe puis des salles d'attente aussi pour empêcher que des gens non voulus puissent embarquer dans notre meeting. Ensuite, je dirais d'avoir une caméra web. La plupart des ordinateurs portables vont avoir une caméra web qui est super intéressante. Puis à la limite, je dirais, tu sais, un téléphone ou un iPad peut faire la même chose, mais si on veut faire une présentation à distance, je dirais que c'est peut-être mieux d'être sur un ordinateur. Donc pour la caméra, comme je disais, la caméra qui vient sur un laptop, la plupart du temps, ça fait la job en masse. On veut juste s'assurer, dans le fond, que la personne nous voit, que la personne voit nos émotions, que voit nos sourires, nos yeux. Si on est content, on est de bonne humeur, mais il faut essayer de faire transparaître le plus possible ces émotions-là. C'est la même chose qu'on ferait si on était en personne avec le client. Veut pas, ben, on va essayer de. Ça, c'est encore là, dans des trucs puis des tactiques de vente, un petit peu de lire un petit peu les émotions, puis de renvoyer des émotions qui vont compenser aussi. Donc, c'est ça, on ne fait pas des émissions de TV, on n'a pas besoin d'avoir une caméra là, 4K digitale avec un studio puis des éclairages, des choses comme ça, mais juste s'assurer, c'est ça, d'avoir une bonne image, une bonne qualité aussi pour que la personne puisse nous voir. Ensuite, tu sais, peut-être avoir un éclairage aussi qui fait un petit peu, s'assurer justement, c'est ça, qu'on n'a pas une grosse lumière en arrière puis que la personne peut nous voir quand même bien. Ensuite, un micro casse d'écoute. Ça, c'est une des choses, la plupart des ordinateurs portables vont avoir un micro qui est inclus dans l'ordinateur, mais dans la plupart des cas, c'est vraiment pas un bon micro. C'est pas quelque chose qui va partager assez de qualité de son. Peut-être que ça va couper, ça va laguer. Ça aussi, justement, en passant avec Zoom, c'est quelque chose qui est intéressant. Quand on fait un meeting juste à deux, souvent, on est capable de parler les deux en même temps. Beaucoup des logiciels là, où on va faire du partage d'écran ou même des FaceTime, des choses comme ça, ben, c'est comme s'il y a un micro qui coupe pendant que l'autre parle. Avec Zoom, souvent, on est capable de parler les deux ensemble, fait que ça permet un petit peu plus l'échange aussi avec le client. Puis finalement, ben, une connexion Internet qui est stable, qui est haute vitesse. On ne veut pas pendant une connexion avec un client, on ne veut pas que ça lag, on ne veut pas que ça bouge. Là, encore là, je dis ça, moi, je ne sais jamais comment ça sort à l'autre bout. J'espère que ça ne lag pas quand je parle ici. Mais en tout cas, j'ai fait tous les efforts possibles à partir de mon sous-sol ici chez nous pour avoir un Internet qui était le plus fiable, le plus solide pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, ensuite, quelques trucs pour une présentation en ligne qui va être efficace. Première des choses, informer le client sur les procédures. Encore là, comme je disais tantôt, c'est sûr que maintenant, Zoom, les meetings en ligne, même mes parents qui ont 70 ans sont rendus très à l'aise avec ça, mais c'est pas tout le monde qui est nécessairement à l'aise avec les rencontres à distance. Donc, moi, je conseille toujours, avant le meeting, lorsqu'on va setter notre meeting, qu'on va choisir une date, ben, peut-être juste appeler le client par téléphone, puis lui expliquer tout simplement, écoutez, monsieur client, je vais vous envoyer un lien par courriel, vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on clique sur le lien? Est-ce que ça va télécharger quelque chose? Est-ce que ça va s'installer
installé? Est-ce que le client a besoin d'avoir un casque d'écoute, des haut-parleurs? Ce que je mentionnais à propos de la caméra, le casque d'écoute, ce n'est pas des choses que vous pouvez nécessairement demander de votre client, mais c'est sûr et certain que s'ils n'ont pas de microphone sur l'ordinateur, il va falloir peut-être penser se parler par téléphone en plus. Donc, ça, des fois, c'est des choses qui sont possibles. On fait un partage d'écran, puis on utilise la ligne de téléphone pour faire l'appel. Donc, le client peut nous voir malgré qu'il n'y a pas d'écouteurs ou de micro sur son poste. Ensuite, soyez prêts. Donc, quelques minutes avant le meeting, de peut-être tout positionner si on a plusieurs choses à montrer à notre client, peut-être qu'on veut montrer des images, des vidéos, peut-être qu'il y a des soumissions, peut-être qu'il y a des PDF, peut-être qu'il y a des plans, peut-être qu'il y a d'autres choses, mais peut-être juste tout réunir ces affaires-là, ouvrir les choses un petit peu partout dans votre poste pour être certain que lorsqu'on fait le meeting avec le client, mais toutes ces choses-là sont déjà disponibles. Question. Il y a quelqu'un qui dit les coins en angle, c'est non. Mais c'est ça, justement, c'était un peu le point. On disait, des fois, il y en a des clients qui en veulent des coins en angle, puis souvent, c'est la job de la designer d'y expliquer qu'il ne faut pas faire ça, des coins en angle. Justement, c'est un peu ça. Donc, l'autre étape ensuite, oups, sauté trop vite, centrer la caméra. Donc, ça, j'ai parlé un petit peu au niveau de la caméra. Voyez, moi ici, ma caméra, je suis peut-être un peu trop bas, mais je dis toujours qu'il y a quand même une ligne mince entre avoir la caméra centrée puis d'avoir un ordinateur qui est en équilibre sur 3-4 boîtes en carton. Mais c'est ça, essayer de se centrer le plus possible. Si on est trop en haut, si on est trop en bas, ça va donner des images qui sont un peu drôles. Des fois, on voit ça juste un dessus de tête ou un dessous de menton. C'est un petit peu moins intéressant. Donc, juste s'assurer d'être centré, d'être bien éclairé aussi dans notre pièce. Souvent, c'est un des trucs aussi au niveau de l'éclairage. Les gens pensent beaucoup à mettre un éclairage en avant d'eux. Mais si l'éclairage est trop fort en avant et la pièce est trop sombre, ça va faire un clash. La plupart des caméras vont réajuster automatiquement les éclairages, ce qui rend ça un peu plus complexe. Mais souvent, juste d'allumer les lumières en arrière de nous, ça va faire une bonne différence aussi. Ensuite, l'autre étape, poser des questions, écouter des réponses. Donc, ça, c'est assez simple, mais encore là, c'est le but de faire une rencontre à distance. On est connecté avec quelqu'un, donc on va poser des questions, on va montrer nos images, on va dire, ça, est-ce que vous aimez ça? On passe à l'autre image, ça, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est bien pour vous? Puis d'écouter les réponses aussi, surtout. Hein, veut pas, on est connecté avec la personne, donc on veut entendre des oui, on veut savoir que ce qu'on a fait, c'est correct, puis de savoir s'il y a des objections. Les mêmes principes s'appliquent là, si on est à distance que si on était en personne avec le client. L'autre étape ensuite, prendre des captures d'écran, prendre des notes. Ça, c'est une autre chose qui est intéressante. Veut pas, la plupart des logiciels de présentation en ligne vont avoir des choses comme ça qui sont bâties dans l'application, qui nous permettent carrément de prendre une photo de l'écran, de prendre un crayon, de faire des notes, de faire des ronds, des choses comme ça. Encore là, ça aide beaucoup la compréhension au niveau du client. Veut pas, si je dis, c'est juste une photo de cuisine, puis on se dit, regardez dans le coin ici, d'aller prendre un gros crayon rouge puis de faire un rond autour, ça aide que tout le monde, puis de pouvoir revalider aussi chacune des étapes à ce niveau-là. Puis ensuite, le dernier point, si je dirais, c'est plus optionnel, mais moi, j'aime beaucoup ça. C'est préparer un PowerPoint. Lorsqu'on va préparer des images, par exemple, un projet typique qui va sortir de Vortex, on a 5-6 images ou 10 images plus une vidéo, c'est très facile de faire un PowerPoint avec une cartouche qui est bien faite, qui est brandée avec votre compagnie. On met une photo par slide. Puis après ça, lorsqu'on va faire une présentation avec le client, tout d'un coup, on ne fait pas juste montrer une série d'images. On raconte une histoire. On a placé les images dans un ordre déjà. Lorsqu'on a préparé ce PowerPoint-là, puis encore là, vous n'avez pas besoin de passer des heures. Là. Une fois que le fond le template ou le gabarit du PowerPoint est fait, c'est vraiment rapide de juste venir coller les images, des choses comme ça là-dessus. Mais là, tout d'un coup, vous allez vraiment raconter une histoire. Il va y avoir un ordre dans ces choses-là. Dans chacune des slides, encore là, on peut prendre des notes, on peut prendre des choses. Donc, ça permet d'avoir une réunion qui est un petit peu plus structurée avec votre client aussi. Ensuite, donc, ouais, c'est ça. Fait que ça fait vraiment le tour de la présentation en ligne. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure en commençant, une présentation en ligne, ça devrait toujours commencer comme ça. Le reste des choses qu'on va parler aujourd'hui, les photos, les vidéos, c'est une autre étape. Donc, une fois que la présentation en ligne a été faite, qu'on a faite avec le client, qu'on s'est assuré qu'il n'y a pas d'objection, puis tout le reste, on va bien, après ça, c'est sûr qu'il y a des décisions à l'interne qui doivent se faire justement à quel moment on est capable de partager ces choses-là ou pas. Mais comme je disais, c'est la rencontre à distance devrait être l'équivalent d'une rencontre qui aurait été faite dans un bureau là, tout près de chez vous. Merci. Donc, je
me dis merci tout seul. Prochaine étape, les photos. Donc, les photos avec Spaces, c'est vraiment facile de sortir des photos. C'est rapide. On est capable de sortir plus qu'une image. On va pouvoir sortir 5, 6, 8, 10 images pour nos clients. Des petits trucs au niveau des photos que j'aime bien. Encore là, c'est pas nécessairement un truc, une formation sur les rendus, mais dans les photos, puis ça, c'est des trucs qui fonctionnent avec Spaces encore là, puis avec à peu près tous les logiciels de rendu. Donc, ce qui rend les images photoréalistes, c'est les ombrages, puis les réflexions. Donc, il faut s'assurer dans un projet, tout ce qui brille devrait briller. Tout ce qui va être du chrome, le métal, le stainless, toutes ces choses-là, comme un petit peu ce que vous voyez ici dans cette image-là, mais on a un comptoir qui est très lustré. On va avoir un plancher ici avec des textures qui sont particulières, des choses comme ça. Ben, tous ces petits éléments-là, puis juste le chrome, par exemple, qui est sur le chaudron qui est ici dans la cuisine, ben c'est chaque petit élément comme ça qui viennent faire penser à notre cerveau que cette image-là, tout d'un coup, est vraie. Donc ça, c'est une des choses, comme je disais, là, faire briller tout ce qu'on veut, jouer un petit peu avec les éclairages. Encore là, avec Spaces, c'est facile de jouer avec les éclairages, on n'a pas besoin d'en mettre énormément. Dans mes formations d'éclairage, souvent, je montre qu'avec 5 ou 6 lumières dans un projet, c'est assez pour faire un éclairage qui est intéressant. Un des secrets au niveau des éclairages, puis même du rendu dans des choses comme ça, puis c'est quelque chose que je me rends compte que j'ai peut-être jamais assez poussé lors des formations précédentes que j'ai faites, mais il faut choisir une ambiance. Ça veut dire, avant même de commencer à jouer, peut-être pas les matériaux, mais commencer à jouer avec les éclairages, les backgrounds, le soleil, ces choses-là, il faut décider un petit peu quel type d'ambiance on veut donner à notre pièce. Donc, est-ce que ça va être une pièce qui va être plus sombre, un petit peu fin d'après-midi, comme celle que vous voyez présentement sur l'écran? Ou est-ce que ça va être une scène en plein jour avec les lumières éteintes, un peu de lumière du soleil qui vient, ou ça va être une pièce qui va être très éclairée avec toutes les lumières allumées? Donc ça, le fait de se poser cette question-là avant même de commencer à jouer avec les éclairages, bien, ça va faire qu'on va les faire d'une manière un peu plus réaliste, d'une manière ou d'une autre. Parce que bien, si on se pose la question, bon, ben en plein jour, moi, dans ma cuisine, est-ce que les lumières vont être allumées ou elles vont être éteintes? Donc, est-ce que j'ai assez de lumière déjà qui vient juste des fenêtres à l'extérieur? Donc, si c'est le cas, peut-être que je n'ai pas besoin d'aller mettre des points de lumière sur chaque encastré qui vont être déjà au plafond parce qu'on a décidé de faire une scène où ces lumières-là, de toute manière, sont éteintes. Ils peuvent être là, mais ils sont éteintes. On n'a pas besoin de voir des résultats parce qu'on voit une lumière nécessairement. On n'a pas besoin de voir le faisceau de lumière là, en dessous de chacun des points de lumière. Donc, c'est vraiment de choisir une ambiance, puis de dire est-ce qu'on veut justement un peu plus feutré, un peu plus moderne, des choses comme ça. Puis après ça, bien, tout le reste de vos ajustements, même le positionnement des points de vue. Faire bien attention au positionnement des points de vue aussi, de bien centrer, d'avoir des belles lignes droites lorsqu'on va aller faire les points de vue, de s'assurer de ne pas avoir des objets qui viennent cacher à gauche ou à droite. Juste de choisir les points de vue, ça va faire qu'une cuisine va paraître beaucoup mieux ou beaucoup moins bien, juste avec l'angle qui vont être, ça va changer les dimensions puis les perceptions d'espace aussi, là, juste des fois de changer l'angle de caméra, une petite affaire. Donc, au niveau des photos, ensuite, un autre truc, ben, comme je disais tantôt, avec Spaces, c'est facile de faire beaucoup de photos. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut en montrer 50 à notre client non plus. On veut s'assurer d'avoir assez d'images, assez de photos pour expliquer, notre concept, notre pièce. On veut s'assurer que les espaces, les dégagements et ces choses-là sont bien compris pour le client lorsqu'on fait la présentation. Mais après ça, ben, on n'est pas obligé de mettre toutes les photos. Là. Dans Spaces, tous les points de vue qu'on va utiliser pour la vidéo, ben, on n'est pas obligé nécessairement de toutes les partager justement dans notre présentation client. Puis c'est une des raisons justement quand je parlais du PowerPoint, ben, en faisant ça, ben, ça me permet de dire ben, peut-être que moi en moyenne, je mets 6 photos ou 8 photos pour mes clients. Puis à la limite, peut-être dans une slide, je vais pouvoir mettre 4 images, c'est des choses qui ont moins d'importance. Mais normalement, comme on dit, trop, c'est comme pas assez. Donc, d'avoir trop d'images, des fois, ça devient juste plus mêlant là, pour un client. Lorsqu'ils vont regarder ça. Ensuite, c'est aussi un autre truc, si vous utilisez des PowerPoint avec les photos, ben, mettez des petites descriptions en dessous, en dessous des photos, juste pour dire justement des notes de choses que vous allez voir discuter avec le client là, au moment de la présentation. Prendre une autre petite gorgée d'eau. Donc, dans la slide ici, ce qu'on va parler un petit peu, c'est comment partager ces images-là. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon Spaces pour vous montrer un petit peu cette partie-là. Avant de le faire, donc, comment on partage ces images-là? Premièrement, démonstration en ligne. Donc, je me répète, mais je veux vraiment que ce point-là passe aujourd'hui, que c'est vraiment comme ça que ça devrait se faire pour la première des choses. Ensuite, lorsque la démonstration en ligne est faite, bien, comment on va pouvoir partager puis envoyer ces photos-là au client? Bien, il y a le courriel.
Le courriel, je dirais, c'est quand même assez limité. La plupart des compagnies de courriel ou des hébergeurs de courriel vont avoir des limites qui sont quand même assez petites pour envoyer des courriels. Donc, la plupart du temps, si vous prenez des images directement dans Spaces, peut-être qu'un 2 images, 3 images maximum, vous allez être capable de les envoyer comme ça par courriel. Donc, il existe d'autres façons de le faire plus efficacement, peut-être si on a des fichiers un peu plus lourds à partager. Ça va être par le nuage ou le cloud, pour les gens qui sont francophones, le cloud au lieu du nuage. Utiliser des Dropbox, utiliser des Google Drive, c'est tous des dossiers qui se partagent bien, qui ont des sécurités qui sont bâties à l'intérieur de ces systèmes-là, qui me permettent tout simplement de mettre ces images-là dans un dossier de client, puis partager carrément le dossier au client. Puis après ça, lui peut aller soit le télécharger, ou même des fois le regarder directement en ligne sur le site web. Puis voir Facebook. Facebook aussi, ça c'est peut-être moins pour un projet de client lui-même, mais pour le partager sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, ben, c'est toujours une place que ça va être intéressant de pouvoir présenter des images. Donc, ce que je vais faire, là, je vais monter mon écran ici, on a Spaces. Donc, ici, on voit, ça, c'est le projet, en fait, le projet dans lequel je suis présentement. Donc, pour voir les images qui ont été sauvegardées à partir de ce projet-là, on va aller cliquer ici sur Galerie. Donc, dans Galerie, c'est ici qu'on va voir justement les images qui ont été prises à partir des points de vue dans mon projet. Ces images-là ici, on peut les partager soit une à la fois ou soit toute la gang ensemble. Donc, si j'en prends une ici, on peut faire un clic droit, puis cliquer sur Exporter. Puis, ce que ça va faire, lorsqu'on va cliquer sur Exporter, c'est tout simplement pouvoir sauvegarder cette image-là à un autre endroit sur mon ordinateur. La même chose ensuite, si je veux exporter plusieurs images à la fois, on va cliquer ici sur le petit crayon en haut à droite. Puis là, ça va me permettre de, par exemple, dire, je vais prendre cette photo-là, puis celle-là ici. Puis, on va dire exporter. Puis là, ce que je vais aller faire, je vais les mettre, par exemple, dans un dossier. Je vais les appeler ici. Je vais les mettre direct sur mon bureau, comme ça. Puis après ça, ben, ce qui va être intéressant, c'est si par exemple je veux les envoyer sur YouTube. Puis là, ce que je vais faire, j'ai ouvert ma page, j'ai mon faux compte YouTube ici pour, pour vous faire la démonstration un petit peu. Donc, ici sur la page, comment on fait sur Facebook pour partager des photos. Encore là, je le montre en espérant toujours qu'il n'y a personne qui est inscrit au webinaire présentement qui ne sait pas comment partager une photo sur Facebook. Si vous ne savez pas comment partager une photo sur Facebook, vous pouvez peut-être m'envoyer un courriel, puis je vais répondre en riant. Mais sinon, donc on voit ici sur la page Facebook comment on fait pour partager une photo. Ici, ben, dans le haut, c'est là qu'on va aller écrire ce qu'on veut. Donc, voici mon dernier projet. Projet comme ça ici. Puis ben là, tout simplement, on va pouvoir cliquer sur photo vidéo. Puis là, je vais pouvoir aller chercher ici des photos que moi j'ai placées sur mon bureau. Ce sont les 3 ici. Comme ça. Donc, tout simplement, c'était aussi simple que ça pour poster les images sur Facebook. Puis là, on voit ici, j'en ai mis 3. Les 3 se placent automatiques. Ils vont faire des choses comme ça. En les postant plusieurs à la fois comme ça, ben, c'est intéressant parce que des fois, c'est le même projet. Si la personne aime beaucoup ça, ben, elle va pouvoir l'ouvrir et regarder les autres photos. Pour le partage des vidéos sur Facebook, c'est exactement la même chose. Donc, dans une couple de slides, je vais en parler, mais je ne retournerai pas nécessairement dans la page de Facebook pour le montrer à nouveau. Donc, pour les photos, pour les vidéos, c'est la même chose. On clique sur le bouton ici, on va sélectionner nos choses, puis ensuite, on va faire Post. Puis, là, maintenant, le projet apparaît sur notre page Facebook, puis il est partagé comme ça. Donc, ça, c'est pour le partage sur Facebook. Donc, pour en venir ici sur mes slides, la prochaine étape, c'est les vidéos. Donc, les vidéos, pour les gens qui utilisent Spaces, c'est vraiment un avantage que vous avez sur la plupart de vos concurrents. Donc, les images de rendu photoréaliste, c'est quelque chose maintenant qui est très, très, très répandu. Même qu'on dirait presque que la plupart des gens disent si on n'a pas de rendu 3D, on ne vend pas. Donc, ça devient un petit peu la base. Donc, d'être capable d'enregistrer très rapidement puis facilement des vidéos à partir de vos projets, bien là, tout d'un coup, ça vient vous séparer de la masse. Ça vient vous donner une longueur d'avance sur les autres. D'enregistrer une vidéo pour ceux qui ne le font pas, parce que des fois, je parle avec des clients qui disent « Ah non, nous, on ne le fait pas, on ne sait pas comment, c'est long. » Pour vrai, c'est vraiment pas long. Si vous prenez vos points de vue pour prendre des photos, bien après ça, on clique un bouton de plus tout d'un coup, puis la vidéo s'enregistre. Ça, c'est la première des choses. Puis 2, si vous ne prenez pas des points de vue déjà d'avance pour enregistrer vos images, bien, vous perdez du temps parce qu'il y a des gens, encore là, même ça vaut la peine que je le montre ici directement dans Spaces. Mais quand on arrive ici dans la section Visiter, puis on a les points de vue, donc les points de vue qu'on place ici,
lorsque je vais sauvegarder mon projet, bien, deviennent automatiquement des rendus. Donc, si on vient chercher 10 points de vue, bien, j'ai 10 photos qui se prennent à chaque fois qu'on va sauvegarder le projet. Puis ensuite de ça, bien, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est cliquer sur le bouton rouge, puis la caméra va se positionner sur le premier point, puis elle va se mettre à enregistrer mon vidéo de visite. Donc, c'est vraiment pas un travail qui est très, très long, qui est très compliqué. On n'est pas obligé de se rendre très, très loin lorsqu'on va faire les présentations vidéo. Mais dans les vidéos, là, quelques petits trucs encore là, c'est quelque chose, quand je parlais des émotions, quand je parlais de l'ambiance, les vidéos qu'on peut enregistrer avec Spaces, on peut mettre des trames sonores, par exemple. On a différentes trames sonores qui ont des espèces de loops qui vont aider aussi justement à mettre dans cette ambiance-là. Souvent, si on met une trame sonore qui est un peu plus joyeuse, bien, à la première seconde de la vidéo, avant même de voir le projet, on entend les petites cloches, les affaires, on est de bonne humeur, puis ça amène le client déjà dans un état ou dans la direction de l'état où on veut qu'il soit pour être en mesure d'acheter. Quand vous présentez avec des vidéos, bien, crime, ça vous donne vraiment une image de marque qui est assez magnifique. Tu sais, les vidéos qu'on fait avec Spaces, ben, c'est les mêmes vidéos qui sont utilisées pour des émissions de télévision comme C'est quoi ton plan ou Faites-nous la cour, par exemple. Donc, ça vous donne la possibilité de présenter ces choses-là d'une manière un peu comme à la télévision. Fait que ça vient vraiment augmenter un petit peu la perception de professionnalisme là, au niveau du client. Ensuite, lorsqu'on fait des vidéos aussi, d'autres petits trucs, il y a des effets de transition qu'on a ajoutés dans l'application. Ça fait peut-être un an, mettons que c'est là. Les effets de transition permettent de dire, ben, on va enregistrer en deux points de vue, on va faire une coupure, après ça, on va pouvoir enregistrer en deux autres points de vue. Quand je parlais des émissions de télévision, mais c'est un peu ça que je veux dire. Ben, avec ces points de vue-là, on est capable de faire, par exemple, un travelling de caméra de 3 secondes, ensuite une coupure, ensuite un autre mouvement de caméra. C'est toutes des choses qui, normalement, pour une designer, ça devient assez naturellement ces choses-là, parce qu'on part d'un point de vue, on s'en va à l'autre point de vue, puis la caméra va faire ces mouvements comme ça. D'utiliser les transitions, ça va faire des vidéos qui sont beaucoup plus dynamiques pour le client, moins ennuyeux. Ensuite, les vidéos qu'on enregistre avec l'application, ça ne devrait jamais, jamais, jamais dépasser 2 minutes. Même, je dirais, moi, personnellement, 1 minute 30, c'est pas mal mon idéal là, pour une vidéo de cuisine. Si on y va trop long, parce que moi j'ai déjà vu des gens qui faisaient des 8 minutes, là, puis vous êtes présentement connecté au webinaire, mais c'est ça, 8 minutes c'est trop long. Le client va finir par sauter des bouts, puis en manquer des parties. Donc faut penser un peu il faut voir la vidéo de Spaces un peu comme un trailer, comme une bande-annonce de film. C'est comme la bande-annonce de votre projet. Vous voulez faire monter l'émotion de votre client quand il va regarder ça, puis il va faire crime. J'ai vraiment hâte d'aller dans cette cuisine-là. La même chose qu'on aurait dans une bande-annonce de film où ils vont mettre de la musique qui est super intéressante, puis qui est motivante, puis qui va te donner le goût de courir tout de suite au cinéma pour aller voir le film. L'autre chose ici au niveau des vidéos, mais n'oubliez pas les vidéos 360. Vidéo 360, ça aussi, c'est bâti dans l'application, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique. Si on regarde sur une tablette, on peut se tourner, on peut bouger. Donc ici, là, je vais aller faire un petit tour, là, je pense que j'ai quelques petites questions. Il y a quelqu'un qui demande si le webinaire va être disponible. Oui, ça va être enregistré, puis ça va être disponible par la suite. Après ça, ici, il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on partagerait les images sans engagement? C'est un petit peu mon point de tout à l'heure. Si la présentation a déjà été faite à distance par c'est à ce moment-là que les approbations puis les accords doivent se faire. Donc, normalement, lorsqu'on va partager les images, c'est vraiment plus à la fin. Moi, comme je disais, je vois tout le temps ça un petit peu comme plus un cadeau à la fin. Puis encore là, même avec les images, veux pas. Si on partage on n'est pas obligé de toutes les partager, on n'est pas obligé de partager des choses assez pour que quelqu'un d'autre puisse refaire notre design, mais d'une manière ou d'une autre, puis moi, c'est toujours quelque chose avec lequel je dis, on n'est pas le FBI, c'est pas des secrets d'État ce qu'on fait, c'est des designs. Il y a beaucoup, beaucoup de chances que le design que vous avez fait était déjà inspiré un peu d'un autre design de beaucoup de revues. Vous êtes des gens qui vous informent, vous regardez des choses un peu partout. Donc, normalement, un design apparaît pas nécessairement juste comme ça. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a toujours un peu de, puis je veux pas appeler ça du plagiat, mais de l'inspiration qui va venir de beaucoup d'endroits. C'est sûr et certain qu'on peut jamais limiter ça au complet. La même chose, quelqu'un me posait la question sur le partage d'écran. Le client à l'autre bout pourrait prendre son téléphone puis prendre des photos de son écran. Il pourrait utiliser un logiciel de capture d'écran s'il est plus à l'aise avec l'informatique. C'est toutes des choses qu'à un moment donné, je pense qu'il faut pas gérer notre entreprise au complet pour les 1 ou 2% de délinquants, de gens qui pourraient vouloir voler nos designs, voler nos choses puis s'en aller ailleurs. Puis d'une manière ou d'une autre, moi,
j'ai pour moi dire que ces clients-là, souvent, on ne les veut pas nécessairement. Ces clients qui sont prêts à faire travailler quelqu'un dans le vide pour avoir un design puis aller le faire moins cher ailleurs, ben, peut-être que même s'il avait fait le projet chez vous, vous l'auriez peut-être regretté là, par la suite. Souvent, encore là, avec la vente puis avec l'expérience, avec le temps, ben, souvent, on sait que si une vente commence mal, ben, ça va mal aller tout le long de cette vente-là. Donc, partager les vidéos. Donc, vous savez, à partir de Spaces, il y a bâti dans l'application l'upload vers YouTube. Donc, ça, je vais vous montrer aussi dans l'autre slide avant. Mais avant de pouvoir uploader notre vidéo sur YouTube, ben, ça nous prend un canal YouTube. Ça, il y a beaucoup de gens justement qui vont me dire ça. Ben, un canal YouTube, c'est pas un compte YouTube. Donc, les gens qui ont un compte Gmail, ça vous permet d'aller sur YouTube puis de regarder des vidéos. Le fait de se connecter avec son compte Gmail lorsqu'on va sur YouTube, ça permet tout simplement à YouTube d'avoir une meilleure sélection de vidéos pour vous la prochaine fois que vous allez y aller. Donc, ils vont regarder sur votre compte, si vous regardez toujours des vidéos avec des courses d'auto, bien, c'est sûr que lorsqu'on va retourner la prochaine fois sur YouTube, ils vont nous proposer des vidéos avec des courses d'auto. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est dire, ben, il faut aller sur YouTube puis aller créer un channel ou un canal, excusez-moi, mon bilinguisme. Donc, il faut aller créer un canal sur YouTube. Ça, c'est quand même assez simple. Lorsqu'on est connecté, on va aller cliquer dans Paramètres, créer un canal. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans ces détails-là tout précisément, mais une des choses que je voulais mentionner, par exemple, c'est lorsque vous allez créer un compte YouTube, il y a une possibilité sur YouTube de créer ce qu'on appelle un compte entreprise. Donc, ce compte d'entreprise-là ou business, je l'ai écrit comme ça, business, parce que je ne sais pas exactement comment il s'appelle en français sur le site. Mais ce que ça permet, le compte business, ça permet de dire, bien, comme nous, à l'interne, on a un compte pour Vortec. Puis le compte pour Vortec, lui, on peut donner accès de ce compte-là à 1, 2, 3, 4, 5 ou 8 personnes si on veut. Puis on peut enlever l'accès à ces gens-là aussi. Donc, ça permet, par exemple, quand moi, je vais aller sur mon YouTube, je vais pouvoir passer de mon compte au compte de l'entreprise. Puis la même chose, si jamais je quitte ou si jamais je me fais mettre à la porte de l'entreprise, ben, quelqu'un d'autre pourrait juste m'enlever l'accès. Puis là, ben, je ne pourrais pas aller faire des niaiseries là, sur le compte YouTube. Lorsqu'on crée le canal YouTube, après ça, ben, tout ce qui reste à faire, c'est dans la fenêtre de Vortex Spaces, aller connecter ce compte-là sur notre compte YouTube. Puis après ça, on va pouvoir envoyer notre première vidéo à partir de Spaces, puis attirer une nouvelle clientèle. Donc, attirer une nouvelle clientèle, ça veut dire que si vous mettez vos vidéos sur YouTube, ben puis ça, je vais en parler dans l'autre slide d'après, mais vous pouvez partager des vidéos publiques, vous pouvez commencer à avoir, justement, gérer de temps en temps, d'envoyer de plus en plus de vidéos. Puis après ça, bien, une fois qu'on a commencé à envoyer des vidéos, bien, il faut persévérer. Donc, il faut continuer à en mettre. Il y a souvent des gens qui vont mettre 4 vidéos le 1er mars, puis après ça, bien, ils ne mettront pas d'autres vidéos pour le restant de l'année. Donc, c'est plus important d'en mettre régulièrement pour que les gens puissent retourner puis s'abonner tranquillement pas vite à votre canal. Encore là, il ne faut pas s'attendre d'avoir 1 million de vues parce que vous mettez une vidéo sur YouTube. Là, ça serait mal vous informer. Souvent, quelques centaines de vues, peut-être au travers des années, quelques milliers de vues si vous êtes chanceux. Mais encore là, c'est peut-être un millier de vues que vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas de vidéo sur YouTube. Donc, il ne faut pas voir ça en disant « Ah, je n'ai pas eu 1 million de vues ». Mais peu importe le nombre de vues que vous allez avoir, c'est plus de vues que vous auriez eu si les gens n'avaient pas vu la vidéo sur YouTube. Donc, pour le téléversement vidéo dans YouTube, pardon, dans Spaces, l'écran qu'on a ici dans le milieu, ça, c'est l'écran qu'on voit dans Spaces lorsqu'on arrive pour uploader le vidéo. Donc, je l'ai mis là ici pour expliquer un petit peu justement qu'est-ce qu'il faut rentrer dans ces informations-là. Donc, le titre. Le titre de votre projet, soit le nom du client ou même des fois, moi, ce que j'aime, c'est donner un espèce de titre, donner comme une œuvre d'art, un peu comme celui-là ici qui s'appelle Winter House. J'aime ça, moi, nommer ou des choses comme ça, donner une espèce de titre à mes projets. Ensuite, il va y avoir la description. Qu'est-ce qu'on met dans la description? Bien, ça peut rentrer. On peut mettre un paquet d'affaires dans la description, mais il y a des choses de base que les gens devraient toutes mettre. Votre adresse de site web, un numéro de téléphone peut-être ou un contact, de dire peut-être une petite description du projet, que c'est un projet qui a été fait pour un client, dire qui vous êtes. Il y a quand même, on peut mettre on peut mettre en fait bien plus que 3 paragraphes dans ça. On peut en mettre beaucoup. Donc souvent, c'est juste d'avoir un petit texte qu'on peut faire copier-coller à chaque fois qu'on va uploader une nouvelle vidéo, puis s'assurer que ça soit quelque chose qui fit avec chacun de nos vidéos aussi, mais que les gens puissent savoir qui vous êtes, depuis combien de temps vous êtes en affaires, puis des petits détails comme ça.
Ensuite, canal. Donc, canal, ça, c'est vraiment tout simplement pour des gens qui ont plus qu'un canal. Ben, dans cette fenêtre-là, ici, on va voir la différence. On va pouvoir choisir dans quel canal on va partager. La plupart des gens, comme moi, j'ai juste un canal, donc je partage toujours dans le même. C'est assez simple. Ensuite, on a la visibilité. Donc, la visibilité ici, dans Spaces, on a trois types de visibilité. Je dis dans Spaces, c'est dans YouTube aussi. On va avoir ce qu'on appelle les vidéos privées. On va avoir les vidéos non listées, puis on va avoir les vidéos publiques. C'est quoi la différence? Ben, public, c'est si on va sur YouTube, ben, toutes les vidéos que vous voyez présentement, c'est des vidéos qui sont publiques. Donc, tout le monde y a accès. Si moi, je m'en vais, puis je m'en vais voir Monsieur Cuisine, puis j'arrive dans votre canal, Monsieur Cuisine, ben, les vidéos que je vais voir là, c'est des vidéos qui sont publiques. Ça, c'est la premier niveau de visibilité. Le deuxième niveau de visibilité, c'est celui qui est par défaut dans Spaces. C'est le unlisted ou le non listé en français. Donc, ça veut dire que sur YouTube, lorsqu'on se connecte, on va avoir un lien URL, puis ce lien-là, on va être capable de le partager avec nos clients. Une fois que nos clients vont recevoir ce lien-là, eux peuvent le prendre, puis le repartager à quelqu'un d'autre, puis cette personne va le voir. Donc, c'est un niveau, je dirais le niveau 2 de sécurité. C'est semi-sécuritaire, mais c'est juste très facile parce que la personne clique sur le lien, puis ça fonctionne. Puis le troisième niveau de sécurité, c'est les vidéos qui sont privées. Donc, une vidéo privée, ça veut dire qu'il faut absolument être connecté vous-même sur votre compte avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe pour être capable de voir la vidéo. Puis sinon, puis ça, en fait, je vais switcher dans une seconde à ma page YouTube, je vais vous le montrer, parce que les vidéos privées, on peut les partager aussi avec une seule personne. Le bouton est vraiment difficile à trouver, donc une fois qu'on sait, je vais vous partager l'information. Donc, ce que je vais faire là, présentement, je vais carrément vous montrer ma page. C'est YouTube présentement. Donc, vous voyez, ça, c'est la page de Vortex qui est là. Quand je m'en vais dans les vidéos qui sont ici, bien, tout ce que je vois comme vidéo, c'est des vidéos qui sont publiques dans la bibliothèque parce que là, présentement, moi, je suis connecté avec mon compte personnel à moi. Si je m'en viens ici, puis on clique sur mon nom, bien, le fait qu'on a un compte entreprise, bien, ça me permet de cliquer ici sur changer de compte, puis là, tout d'un coup, aller sur mon compte qui est le compte Vortex. Lorsque je fais ça, tout d'un coup, ben, quand j'arrive dans les vidéos, ben là, maintenant, on a toutes mes vidéos qui sont non répertoriées, les vidéos qui sont privées, les vidéos que souvent, nous, on utilise la chaîne YouTube pour partager des vidéos avec des clients, pour des approbations de logos, de branding, des choses comme ça. Donc, les vidéos qu'on met sur notre chaîne YouTube, ce n'est pas nécessairement tous des vidéos qui sont faites pour être vues publiquement. Mais encore là, c'est que les gens oublient souvent que YouTube, c'est une plateforme de partage vidéo. Sa job à elle, c'est on envoie des vidéos, puis elle va les montrer aux gens. C'est la plus grosse plateforme de partage vidéo. Ça fonctionne sur à peu près tous les téléphones, toutes les télévisions, les ordinateurs, ces choses-là. Donc, c'est juste vraiment facile d'utiliser cette plateforme-là. Lorsqu'on est ici dans notre page YouTube, ici, ce qu'on peut faire ensuite, c'est de cliquer sur YouTube Studio. Lorsqu'on est dans le YouTube Studio, ça, c'est un peu l'endroit où on va être capable de gérer toutes les différentes vidéos qui sont dans notre canal. Dans ça ici, si on veut voir la liste des vidéos, on va cliquer ici à gauche sur Vidéo. Puis après ça, bien, ici, on a la liste des différentes vidéos qui sont là. Si on va aller changer, comme par exemple celui-là ici, qui est une vidéo privée, donc sur le petit crayon pour aller changer la description. Puis ça aussi, ce qui est intéressant dans ce que je vous montre là, c'est que il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Hein. Les vidéos que vous mettez privées, on peut toujours retourner après, changer le titre si on avait mis le nom du client pour mettre un titre qui est plus générique, changer la visibilité pour la mettre publique tout d'un coup, des choses comme ça. Donc, il n'y a rien qui est coulé dans le béton. On peut toujours retourner sur notre page YouTube puis faire ces changements-là. Donc, on voit ici, par exemple, cette vidéo-là, présentement, elle est privée. Donc, moi, si je prends ce lien-là puis je vous l'envoie à vous, bien, quand vous allez cliquer, vous allez avoir un écran noir qui va dire désolé, cette vidéo n'est pas disponible. Sauf que dans les vidéos privées ici, puis comme je disais, c'est vraiment bien caché. Il y a le bouton enregistrer. À droite d'enregistrer, 3 petits boutons options. Puis ici, on a partagé en privé. Lorsqu'on fait ça, ça ouvre une nouvelle page qui va me permettre de venir entrer l'adresse du courriel directement de la personne avec qui je veux partager ma vidéo. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, en fait, c'est assez récent, donc je suis content de le partager. Mais justement, quand les gens ils veulent avoir une sécurité qui est peut-être un peu plus élevée au niveau du partage des vidéos, bien, de le partager avec seulement une personne, bien, le client va le recevoir sur son compte YouTube à lui, puis il ne va pas pouvoir le partager à quelqu'un d'autre, à part de le regarder directement sur son téléphone. Ensuite, la même chose aussi, des fois, lorsqu'on partage des vidéos non listées, ben, ils sont où? Ils vont tout être ici dans la section vidéo. Donc, c'est là qu'on peut retourner ici. Puis ça, c'est toute la gestion des vidéos, des choses comme ça. Ben, c'est tout directement sur la page YouTube. Là, il n'y a rien qui est du côté de Spaces pour ça. Donc, visibilité. Ensuite, on va avoir la catégorie. Donc, catégorie, ça ici,
bien honnêtement, ça ne change pas grand-chose, mais vous pouvez mettre architecture. Il n'y a pas de catégorie design d'intérieur ou cuisine, donc vous pouvez en choisir une. C'est encore là catégorie. Puis c'est la même chose aussi pour les étiquettes là, qui viennent ici à la fin. Donc les étiquettes à catégorie, c'est vraiment plus des outils que YouTube, eux, vont utiliser pour pouvoir mieux proposer vos vidéos à des gens qui seraient intéressés de les voir. Donc, si vous avez une catégorie architecture, puis des étiquettes qui sont design, cuisine, si quelqu'un va voir une vidéo qui a beaucoup de tags qui sont similaires ou beaucoup d'étiquettes qui sont similaires à votre vidéo, bien, ils vont peut-être se faire proposer des vidéos ils vont peut-être se faire proposer vos vidéos aussi. D'un autre côté, avec YouTube, on n'a pas nécessairement tant de géolocalisation des vidéos, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas nécessairement penser que les catégories, les étiquettes vont nécessairement vous apporter beaucoup de clientèle de ce côté-là, mais ça va être plus au niveau du partage entre les différents gens, puis les gens qui vont pouvoir se partager. Puis ensuite, ben, veut pas qu'un client va vouloir aller magasiner chez vous, puis regarder ce que vous avez déjà fait. Ben, la page YouTube, la page Facebook, maintenant, ça fait partie des incontournables. Les gens vont faire le tour de toutes ces choses-là avant de prendre des décisions avec qui ils vont faire affaire. Ensuite, d'autres petits trucs au niveau de Facebook. J'ai montré tantôt Facebook pour le partage des images, des photos. Facebook, pour partager les vidéos, c'est vraiment aussi facile de publier une vidéo qu'une photo. Donc, comme j'ai montré tantôt, on clique sur le bouton, on va uploader notre vidéo qui a été enregistrée avec Spaces. C'est vraiment le même effort pour faire le partage, mais au niveau des clics, puis des likes, puis des partages, bien, de partager une vidéo, vous allez augmenter, puis j'ose pas donner des chiffres, là, mais énormément le nombre de likes, de partages, puis de vues d'avoir une vidéo par rapport à partager une ou des photos d'un projet. Veux pas, surtout lorsque les gens, puis la plupart des gens regardent Facebook maintenant, puis quand je parle de Facebook, c'est Facebook, Instagram aussi, là, les deux, je vois ça comme la même ou plus ou moins le même outil. Ce n'est pas la même clientèle nécessairement, mais la même façon un petit peu de partager. Mais les deux, lorsqu'on a les vidéos, on se met à bouger tout seul dans l'écran. Ça donne une interaction qui est beaucoup plus intéressante pour le client, avoir plus tendance à cliquer aussi sur ces choses-là. Lorsqu'on partage une vidéo sur Facebook, ça aussi, c'est quelque chose qui est bien important. Même si on a mis notre vidéo sur YouTube, il ne faut pas partager le lien YouTube sur Facebook. Puis la grosse différence, justement, comme je vous expliquais, le vidéo Facebook, lui, va jouer automatiquement. Lorsqu'on descend sur le téléphone, on arrive, le vidéo, il va se mettre à jouer automatique. Si on partage un lien YouTube, on va juste voir une photo du thumbnail ou une photo du vidéo avec un lien qui va aller ouvrir une autre page qui va aller sur YouTube. Donc, au niveau du taux d'engagement du post, ça va être beaucoup moins intéressant là, si on envoie un lien YouTube versus envoyer le lien directement. Ensuite, une autre chose qui est intéressante de savoir, Spaces offre maintenant d'enregistrer des vidéos carrées, donc en 1080 par 1080. La raison pour laquelle on enregistre des vidéos carrées, c'est pourquoi? C'est parce que, comme vous voyez sur l'écran, la plupart des vidéos sur les téléphones vont sortir d'une manière un peu plus carrée comme ça. Donc, d'enregistrer une vidéo carrée, lorsqu'on va le poster, là, tout d'un coup, la personne va voir la vidéo complète. Ça me permet de mieux cadrer aussi. Les gens sont obligés de tourner le téléphone pour voir la vue complète. Fait que c'est quelque chose qui est intéressant. Puis 1080 sur Instagram aussi, c'est super intéressant lorsqu'on va faire les partages. Puis, dernière chose, au niveau des partages de vidéos sur Facebook, c'est vrai sur YouTube aussi, mais les vidéos 360, c'est des choses qui sont supportées nativement par Facebook, par YouTube. Donc, lorsque vous enregistrez une vidéo 360, puis vous l'envoyez sur Facebook, la personne qui va descendre justement dans son fil d'actualité, qui va voir l'image, tout d'un coup, va pouvoir tourner son téléphone, puis voir autour d'elle dans la pièce. Alors, on a un niveau d'immersion qui est super intéressant. Puis encore là, au niveau de l'engagement du client, puis du nombre de clics, le nombre de likes qu'on va avoir, c'est des choses qui vont avoir un impact. Ensuite, le matériel de marque. Je vois que quelqu'un a fait des corrections dans mon PowerPoint. Mais donc, le matériel de marque ou ce qu'on appelle tout simplement le branding de l'application. Ça, c'est une option. Puis encore là, le webinaire ce matin, ce n'est pas nécessairement un webinaire de vente ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un aspect qui est intéressant. Donc, l'option branding avec Spaces, qu'est-ce que ça fait? C'est on va remplacer l'animation qui est au début puis à la fin de vos vidéos par une animation qui est customisée à votre entreprise. Donc, ça veut dire qu'on prend votre logo d'entreprise. On offre au-dessus de 30 modèles d'animation disponibles. Donc, lorsqu'on prend le logo, on va pouvoir créer une animation spéciale custom qui va apparaître automatiquement au début et à la fin de vos vidéos quand vous allez les partager. Je vous dirais bien honnêtement que les gens que je vois partager des vidéos sur Facebook, sur YouTube, c'est les gens qui ont mis leur propre branding aussi en avant, en arrière. Ça donne une image qui est ultra professionnelle. Ces brandings-là sont super beaux. Encore là, ça vient augmenter l'image de marque. Le branding va aussi ajouter, ça c'est un autre petit point bonus, mais
ça ajoute un filigrane là, en bas à droite avec votre nom d'entreprise sur toutes les vidéos qu'on va le faire. L'option branding, c'est un frais unique, donc c'est pas un montant qui est annuel. On le paye une fois parce qu'on a un artiste, nous, qui travaille sur ces animations-là. On fait approuver, on s'arrange pour avoir quelque chose avec lequel vous allez être très satisfait. Puis après ça, ben, on le pousse dans votre application. Puis c'est disponible après ça aussi longtemps que vous allez être client de Spaces. Donc, ça fait pas mal le tour du webinaire. Je vais retourner voir un petit peu. Là, je pense que j'avais peut-être 2, 3 questions ici. Ah ouais, je vois quelqu'un qui dit j'aurais dû mettre Conception Bois. C'est vrai, Conception Bois, c'est quelqu'un qui a fait faire son branding récemment, puis ça a super bien sorti. Je dirais en fait, quand on fait des brandings, même nous autres en interne, souvent on est super excités, on est comme des enfants. C'est un peu de l'art de pouvoir dire bon, mais ce logo-là, dans cette animation-là, ça va donner quoi comme effet? Essayer justement de trouver toutes ces choses-là. De donner l'image ou de donner l'animation qui va matcher un peu avec l'image de l'entreprise, des choses comme ça. Donc, une autre petite question aussi, quelqu'un me demandait où on va partager le webinaire. Donc, vortexspaces.com/webinar, W-E-B-I-N-A-R. Déjà, c'est en anglais, c'est un lien pour les 2 langues. Donc, vortexspaces.com/webinar. Sinon, ben, vous avez mon adresse courriel qui est là sur l'écran. Vous pouvez m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ici, j'ai une petite question. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'ai une autre question ici. Ah, pour choisir notre propre musique, il y a quelqu'un qui a posé la question ici sur choisir notre propre musique dans Spaces. Je dirais, si vous voulez choisir votre propre musique, honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Envoyez-moi un courriel, puis je vais voir qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça. Présentement, c'est comme des chansons. Il n'y en a pas une tonne, il y en a 5-6 qui viennent bâties dans l'application. Mais si vous m'envoyez un courriel, c'est quelque chose qui vous intéresse de le faire, là, je peux voir qu'est-ce qui peut être fait de ce côté-là. Donc, entre-temps, si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez jamais à m'écrire, à m'appeler. On a un chat en ligne aussi. Quand vous venez sur le site de Vortex Spaces, vous voyez mon visage à moi, puis c'est tout le temps mon visage, c'est pas nécessairement toujours moi qui est là. Bien, si vous voyez mon nom, c'est moi, mais il n'y a pas juste moi qui répond à ces choses-là. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup de vous être déplacé, puis restez chez vous. Hein? C'est ça qu'on dit aux gens maintenant. Restez chez vous, puis prenez soin de vous. Bye.